Je vous avoue, je ne suis pas sûr de pouvoir idéaliser mes démarches dans la recherche en parlant d'un moment de déclic majeur. Pour moi, c'est plutôt comme on l'a déjà évoqué, un processus long, marqué par, surtout par des moments de crise cycliques, euh, et souvent comme conséquence des échanges, comme peut-être aujourd'hui, on verra. Euh, je m'intéresse dans la thèse de doctorat que je fais sur la direction de Valérie Niac, à la production de l'architecture beaux-arts, surtout dans la modernisation de la ville de Buenos Aires, capitale de l'Argentine, au tournant du 19e et 20e siècle. En effet, la place des architectes beaux-arts diplômés de l'école des beaux-arts de Paris est très importante dans la conception des projets, aussi dans la formation d'une tradition pédagogique locale, dans la circulation des modèles, des types, des programmes architecturaux qui marquent vraiment la transformation de cette ville pendant cette période. Buenos Aires a été ainsi un terrain important pour la mise en pratique des principes de ce que l'on a nommé les systèmes de beaux-arts. Ce terme est très présent déjà dans les premières études sur la tradition académique française, surtout chez les historiens anglo-saxons, après la fermeture définitive de l'école en 68. Dans ces cadres, l'historien David Van Santen a écrit qu'Arthur Drexler, qui était le commissaire de la célèbre exposition consacrée à cette école au MoMA à New York en 1975, avant de décider d'exposer les dessins du concours de Grand Prix de Rome, pensait tout d'abord à des images de la capitale argentine comme un point important de l'exposition. En effet, et justement, les grands projets beaux-arts en Argentine ont été principalement, depuis les années 70, analysés à partir des principes des conceptions issues de ces systèmes d'enseignement, notamment de la méthode de composition architecturale et de sa grande capacité d'adaptation aux programmes architecturaux dans les cadres de la construction des capitales latino-américaines, dans ces cas Buenos Aires, les palais nationaux, les hôtels particuliers des élites, les plans urbains, les théâtres, les écoles, les hôpitaux, etc. Cependant, et malgré la dimension remarquable de l'œuvre bâtie dans la capitale argentine, on connaît très peu sur les enjeux de sa réalisation matérielle de cet énorme ensemble d'édifices. C'est ainsi que je vise à travers ma thèse à mettre en lumière l'articulation entre ce qui relève traditionnellement de l'art, l'architecture, et ce qui relève de la technique. Je suis venu en France en 2020, je suis, entre parenthèses, argentin, avec un intérêt tout particulier pour interroger cette articulation entre architecture et construction, pour mieux comprendre les déploiements de la culture architecturale beaux-arts à l'échelle internationale, à travers les conditions concrètes de production. Toutefois, ces conditions de production d'architecture à la croisée des mondes artistiques, aussi techniques et aussi marchands, ne sont pas très faciles à saisir. C'est à Paris, en travaillant sur mon mémoire de master, aussi dirigé par Valérie Nègre, que j'ai découvert les concepts et les méthodes de l'histoire des techniques et notamment de l'histoire de la construction. Peut-être à ce moment-là, on peut parler d'un premier déclic. C'est ainsi que j'ai commencé à interroger dans la pratique de l'architecture les figures et les rôles divers des architectes diplômés de l'école des beaux-arts en dehors du cadre institutionnel professionnel parisien, mais aussi les porosités entre le monde des architectes, celui des ingénieurs civils, notamment de l'École centrale des arts et manufactures de Paris, et celui des entreprises françaises liées au bâtiment. Mon mémoire s'est focalisé sur les rôles multiples d'un ingénieur constructeur formé à l'École centrale de Paris, qui dirige à son retour en Argentine
à Buenos Aires les chantiers ou des chantiers des architectes beaux-arts et qui facilite également la participation des entreprises françaises, tant pour la fourniture de matériaux, machines, installations, que aussi pour l'adoption des services techniques et des procédés techniques. Pardon. Cet ingénieur est un intermédiaire au service des architectes beaux-arts par rapport aux opérations techniques, mais aussi par rapport aux opérations commerciales. Il est à souligner, par exemple, qu'il était d'un côté concessionnaire à Buenos Aires de la firme française Bétons Armés Elbic, et de l'autre côté aussi, il était associé à, par exemple, une maison de décoration intérieure parisienne, la maison Carlian, assez connue à cette époque, pour la fabrication et la fourniture d'objets d'art décoratif, d'antiquités, notamment de boiseries et mobilier. Ce mémoire m'a conduit à interroger plus précisément l'interaction d'acteurs, des matériaux et des pratiques du chantier avec le processus d'élaboration du projet sur les papiers, entre guillemets, entre ces deux capitales, Paris et Buenos Aires. Je n'ai pas suffisamment de temps pour approfondir sur les sources que forment mon corpus. On peut peut-être les évoquer après. Toutefois, je les évoque sur le diapo, surtout afin de montrer que cette approche m'amène naturellement à travailler à la fois avec des archives d'architecture typiques, on pourrait dire, et des archives aussi d'écoles d'ingénierie, d'entreprises liées au bâtiment, comme Unibic et Carlian aussi, archives municipales, diplomatiques, des chambres de commerce, de travaux publics, etc. Parmi les défis de ma recherche, je souligne surtout deux enjeux principaux, à mon avis. L'un porte sur l'approche, on peut dire externaliste par rapport au domaine de l'architecture, en relation avec les techniques, la construction, le commerce, et l'autre sur l'échelle d'observation située entre deux capitales séparées par une traversée de l'océan de 12 000 km à cette époque, au moins 3 semaines de voyage. Je voudrais ainsi partager avec vous quelques réflexions issues du cadre historiographique pluridisciplinaire avec lequel je travaille vis-à-vis de ces deux enjeux, notamment des pistes lancées par l'histoire des techniques et l'histoire transnationale. Et probablement, on peut parler aussi d'une histoire transnationale des techniques qui m'ont aidé à saisir mon objet d'étude. La première piste porte sur la notion de système technique et les conditions concrètes, matérielles des chantiers argentins. En observant les techniques à une large échelle depuis l'histoire de l'architecture, on peut penser au chantier en termes de système technique qui rassemble en même temps objets, pratiques, usages, manières, mécanismes de production et de gestion. Les bâtiments dans l'Argentine du tournant du XXe siècle est pourtant marqué par un contexte assez changeant, je dirais trop changeant, en pleine transformation permanemment. Je remarque d'un côté la dépendance de l'activité de la construction en Argentine par rapport à l'importation des matériaux, dont les commerces est successivement affecté par des crises financières, et même par la Première Guerre mondiale. Et de l'autre côté, je remarque aussi les difficultés des industries locales à cette époque pour la production de matériaux qui coexistent à la fois avec des pratiques traditionnelles et aussi artisanales. Les bâtiments est donc à cette époque assez improvisé, assez expérimental. Il n'y a pas vraiment de certitude par rapport aux différentes alternatives techniques et comment bâtir. Alors, c'est ainsi difficile à identifier un système technique stable face auquel agissent les architectes et les techniciens français sur place. En ce sens, il est intéressant d'observer que l'histoire des techniques
s'éloigne aussi progressivement des visions structuralistes comme celle de systèmes techniques, au fur et à mesure que cette discipline porte une attention croissante au contexte précis et aux activités concrètes. À ces propos, un point de vue qui m'intéresse particulièrement est celui des trajectoires et des dynamiques propres des matériaux de construction comme centre de la recherche. Grâce à mon travail à l'Institut national d'histoire de l'art, j'ai eu l'opportunité de participer à l'organisation du prochain congrès du Comité international d'histoire de l'art qui se tiendra en juin à Lyon, dont le thème est justement matière matérialité. Cela m'a permis, surtout étant présent dans les débats du comité scientifique, de connaître des réflexions assez intéressantes et récentes aussi de l'histoire de l'art, mais aussi des études de culture matérielle et d'anthropologie. Ces disciplines invitent aujourd'hui à étudier les conditions de la vie culturelle et sociale à travers la matière, à travers les propriétés de la matière, analyser les circulations et les transformations de la matière, voir la vie des matériaux dans l'espace et le temps. Ces approches, je pense, offrent une manière de repenser une histoire technologique de l'architecture, au-delà des idées des inventions majeures, de nouveautés absolues, qui sont, il faut le dire aussi, assez eurocentrées pour étudier un pays, entre guillemets, périphérique, au moins pas inclus dans ces centres. On peut lier cette réflexion à un deuxième point que je voudrais remarquer, lié à la fois aux réflexions de l'historien des techniques et des sciences David Edgerton, qui, face aux études centrées sur l'invention, il privilégie l'étude des techniques en usage à travers les phénomènes et les processus d'appropriation, de résistance, de concurrence, et des effets inattendus d'objets et des procédés techniques, et même de privilégier l'étude des échecs. C'est ainsi que je cherche à examiner les chantiers argentins, non seulement comme des espaces de réception périphérique, mais comme une scène complexe de mise en pratique, de mise à l'épreuve, une scène de confluence, mais aussi des tensions de ce que l'on a nommé première mondialisation. Justement, c'est par rapport au phénomène de la mondialisation de la fin du 19e et du 20e que je voudrais évoquer un troisième point important pour ma thèse. En parallèle aux études sociales de lieux de travail collectifs et de lieux de production des savoirs, par exemple en histoire de l'art, l'atelier, en histoire des sciences et des techniques, le laboratoire et les terrains, l'histoire de l'architecture observe récemment une attention croissante à l'atelier, mais dans mon cas, surtout, je voudrais privilégier les études sur l'agence, le fonctionnement de l'agence architecture. Il s'agit d'une approche qui surpasse la figure individuelle de l'architecte, aussi la figure de l'architecte artiste, et qui examine les logiques entrepreneuriales de l'architecture. C'est à travers ces structures, ces entreprises assez particulières que je vise à saisir l'activité de la production architecturale des deux côtés de l'Atlantique. C'est au sein de ces agences internationales que les personnes, le savoir technique et les matériaux circulent. En ce sens, et pour finir, déjà, je ne sais pas. Ah, ça va. Je m'intéresse au renouvellement de biographies itinérantes, des figures hybrides, des intermédiaires, aussi appelés dans l'histoire globale ou transnationale go-between, dans les cadres des approches micro-historiennes de l'histoire globale. Au cœur des échanges entre les pays, dans mon cas la France et l'Argentine, et aussi au cœur des échanges entre domaines de savoir et activités techniques diverses,
Ces individus se trouvent à la fois aux frontières politiques conventionnelles entre les pays, mais aussi aux frontières entre tradition, savoir et pratiques techniques. Dans ma recherche, je privilégie, à côté des architectes diplômés de l'école des beaux-arts, les figures, par exemple, des représentants des agences d'architecture parisiennes en Amérique du Sud, les figures des techniciens, des ingénieurs civils, des concessionnaires de brevets, des agents commerciaux des entreprises françaises, aussi des praticiens de l'architecture qui ne sont pas diplômés, comme les figures de dessinateurs, de maîtres d'œuvre, et aussi des autres personnages comme des négociants, des conseillers techniques, etc. Il s'agit donc, à travers ces figures et ces lieux de production architecturale, non de faire une histoire globale, totalisante de l'architecture, bien sûr, mais plutôt de faire une histoire transnationale de l'architecture, mais d'ancrage local. Il est important pour finir de souligner qu'en essayant de positionner mon travail, il faut le dire aussi, je suis toujours en train de construire mon corpus historiographique. La lecture d'études complètement extérieures à l'histoire de l'art et de l'architecture, moi, m'a beaucoup encouragé à réfléchir sur mon objet de recherche, surtout aux méthodes et à la manière de borner le sujet, de structurer la recherche, de poser des questions. En ce sens, vraiment pour finir maintenant, les approches de l'histoire transnationale m'ont beaucoup aidé à remettre en question l'idée souvent réductrice, mais très dominante toujours, des transferts culturels et techniques, en considérant, comme je montre quelques exemples ici à la fin, euh, des phénomènes tels que les controverses, les tensions, les dysfonctionnements, les interférences, le mécanisme du soft power pour nuancer aussi les notions liées à l'impérialisme. Enfin, j'espère que ces réflexions vous ont intéressé. Je reste à disposition pour tout commentaire, question. Merci de votre attention.